précisément ce livre qui est effectivement assez exigeant, pas dans sa forme, à laquelle j'ai essayé de donner une forme littéraire, la plus avenante possible, mais dans son fond, effectivement, c'est un livre exigeant. Il est exactement, en fait, dans la continuité de mon livre assez imposant également, qui s'appelait Le destin de l'univers, que j'avais publié initialement en 2006, où là, je traitais plutôt l'évolution stellaire, des trous noirs, et puis après, de quelques grandes questions liées à l'univers. Mais j'annonçais précisément dans l'un des chapitres consacrés voilà, à la gravitation quantique, que voilà, le sujet méritait développement et je n'étais pas certain de mener à bien ce projet parce que ça a été un projet absolument monumental puisqu'il a Ouais, fallu que je 15 me ans. plonge Oui, oui. progressivement dans tout un ensemble d'approches, toutes plus extrêmement compliquées les unes que les autres. Alors je dois dire en toute honnêteté que je n'ai pas approfondi techniquement Mmh. chacune de ces approches. J'ai essayé d'avoir une vision générale et globale et un petit peu également épistémologique de ces approches, une vision analytique à la fois et synthétique, parce que finalement, chacune de ces approches en gravité quantique, c'est quasiment l'œuvre d'une vie de chercheur tout entière. En tant que théoricien, physicien, théoricien, je suis effectivement attiré par cette capacité de libre invention, c'est-à-dire nous sommes dans des théories pour lesquelles il n'y a pas beaucoup, il faut bien le reconnaître, de contraintes expérimentales. Il n'y en a même pas du tout pour la plupart d'entre elles. Les contraintes qui existent sont des contraintes plutôt d'ordre conceptuel. Il faut une sorte de cohérence mathématique, évidemment, on ne peut pas écrire n'importe quoi en termes d'équations. Et il faut qu'il y ait un minimum, effectivement, de compatibilité avec les théories physiques déjà connues. Donc voilà, je serais partagé entre le fait de dire que finalement on ne comprend pas grand-chose, parce que s'il y a autant de théories dont aucune n'a encore fait ses preuves, ça prouve qu'on est encore en train de chercher des pistes. Parce que de toute façon, c'est aussi un petit peu le propos de la recherche en physique fondamentale, explorer des voies, même si on finit par s'apercevoir qu'éventuellement c'est une impasse. De toute façon, on apprend des choses. D'abord, on développe des techniques. On développe des techniques physico-mathématiques qui peuvent être réutilisées ailleurs. On voit qu'effectivement, certaines approches mathématiques développées au départ dans une certaine optique peuvent, en façon beaucoup plus générale, et peuvent être utilisées pour d'autres approches. Donc voilà, c'est cette richesse que je retiendrai plutôt que de dire que on ne sait pas grand-chose. Oui, je le mentionne Ouais. au début, enfin à la fin d'un des chapitres initiaux, c'est qu'il y a le rêve. D'une part, il y a le rêve du physicien d'unification, qui est un rêve à la fois légitime sur le plan psychologique, si on veut, Mmh. mais également qui peut être légitimé par toute l'histoire Mmh. qui précède les différentes unifications que la physique a connues et les unifications qui ont connu le succès. C'est un pari, mais rien ne garantit que ce pari puisse être mené parce que, comme je le rappelle, mais c'est connu des chercheurs qui y travaillent, il y a deux choses différentes. Il y a l'unification de toutes les interactions fondamentales, à propos par exemple de la théorie des cordes, où il y a simplement la quantification du champ gravitationnel Mmh. sans nécessairement faire une théorie d'unification avec la physique quantique, ce qui est par exemple le cas de la théorie des boucles. Et donc sur les 7 approches que je développe, il y en a qui ont le propos le plus ambitieux de totalement unifier, il y en a d'autres qui se contentent, c'est déjà énorme, de quantifier la gravitation. C'est intéressant parce qu'à mesure que j'ai étudié, je les ai étudiées les unes après les autres, finalement, je pense que c'est la géométrie non commutative qui me séduit le D'accord, plus. d'accord. Alors, c'est peut-être la plus ambitieuse de toutes, parce qu'elle est au moins aussi ambitieuse que la théorie des cordes d'une certaine manière, puisque ce serait vraiment une théorie d'unification dans laquelle on retrouverait, en termes donc de cas particuliers, d'un côté la relativité générale et d'autre part la théorie quantique des champs. C'est l'aspect géométrique qui me séduit le plus, parce que moi je suis effectivement aussi de formation mathématique et Mmh. plutôt orienté vers la géométrie, complètement orienté vers la géométrie, que ce soit sur les travaux sur les trous noirs et encore plus mes travaux sur la topologie cosmique, où c'est vraiment de la géométrie importée dans la cosmologie. C'est ça qui me séduit extraordinairement dans la géométrie non commutative, c'est-à-dire puisque c'est une généralisation, je ne sais pas si on peut aller plus loin en tant que généralisation d'ailleurs, des géométries riemanniennes. On rajoute la non-commutativité avec des idées qui viennent justement de la non-commutativité des opérateurs de la physique quantique. On élabore de nouvelles structures mathématiques
non commutative, et on voit après si ça s'applique à la physique. Quand on voit ce qu'ont apporté les géométries non euclidiennes à la physique, hein, sans laquelle Einstein n'aurait pas pu formaliser correctement la relativité générale. On voit que c'est fondamental. Donc on se dit, ben, pourquoi pas une nouvelle révolution physique avec de la généralisation des géométries riemanniennes avec la géométrie non commutative, une nouvelle révolution physique. Voilà. Mais c'est beaucoup plus difficile que la relativité générale. Oui, ben, je le dis à maintes reprises, c'est pour ça qu'ils sont pas en filigrane tout au long de Voilà. l'ouvrage. Parce que pour les trous noirs, bon, il y a tout l'aspect astrophysique, sur lequel j'ai tellement travaillé par ailleurs, Ah puis oui. il y a l'aspect objet, objet théorique. Ils apparaissent aussi dans les autres théories de gravité quantique. Donc, comme les trous noirs, ben, on ne comprend toujours pas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur des trous noirs, ben, ils forment l'interface. Parce que justement, pour comprendre ce qu'il y a au fond des trous noirs, et même s'il y a un fond d'ailleurs, on ne le sait pas, il faut justement quantifier la gravité précisément. Donc ils sont à l'interface des trous noirs. Donc travailler sur les trous noirs et les paradoxes qui semblent liés aux trous noirs. Je parle beaucoup du paradoxe de l'information, mais je m'empresse de dire aussi de rappeler que ce qu'on appelle le paradoxe de l'information n'est pas forcément un paradoxe, une contradiction, parce qu'il apparaît dans certaines approches, mais pas dans d'autres. Dans d'autres approches de gravité quantique, il n'y a pas du tout de paradoxe d'information. Je rappelle, hein, le paradoxe de l'information, c'est est-ce que toute l'information piégée dans le trou noir est restituée ou pas. Donc apparemment, selon la relativité stricte, une partie de l'information est perdue. Selon la théorie quantique des champs, tout devrait être récupéré. Il y a certaines approches, le problème ne se pose même pas. Par exemple, dans l'hypothèse de la gravité quantique à boucle, il y a l'hypothèse des étoiles de Planck, où en fait il y a des rebonds à l'intérieur d'un trou noir. À partir du moment où il y a un rebond, la matière et l'énergie peuvent finalement ressortir du trou noir dans une fontaine blanche, mais qui ne transite pas par un trou de verre nous amenant ailleurs dans l'espace et le temps, ça se passe dans la même région. Et donc, en fait, toute l'information serait naturellement restituée, qu'il y ait phénomène quantique ou pas. Ben, les grands défis de l'astrophysique, ben, j'en parle aussi un petit peu dans le chapitre liminaire avant de rentrer dans les différents scénarios, qui sont donc les forces et les faiblesses des modèles standards. Les deux questions de la matière noire et de l'énergie sombre. L'énergie noire se manifeste apparemment par une accélération de l'expansion cosmique. La matière noire aussi se manifeste d'une certaine manière par ses effets gravitationnels, cela dans la structuration des galaxies, des amas de galaxies, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment de l'astrophysique, avec derrière des observations astronomiques qui vont contraindre les différents modèles. Probablement, les futurs instruments vont permettre d'éliminer certains modèles d'énergie sombre, fondés donc sur l'équation d'état entre la pression et la densité d'énergie. Si on arrive à avoir des observations fines, ça va contraindre les modèles, mais ça ne dira probablement pas quel est le bon